Comme l'a dit Pierre, je suis chef de groupe d'une équipe R&D au centre de recherche de Saint-Gobain Recherche Paris, qui est un centre de recherche pour le groupe Saint-Gobain d'un peu moins de 500 personnes, qui combine toutes sortes de compétences, de la data science à la chimie, en passant par la thermique, l'optique, etc. Et dans notre équipe, on travaille pour un business de Saint-Gobain qui s'appelle AdForce, que je vais vous détailler un peu plus, qui travaille sur des textiles techniques à base de fibres de verre. Donc juste d'abord pour commencer, qui on est chez AdForce. Donc AdForce, c'est un business de Saint-Gobain qui propose des solutions sur mesure à base de fibres de verre, mais pas que. On fait aussi de la fibre de polyester pour les marchés de la construction et des marchés industriels dans le groupe Saint-Gobain. Alors, je ne parlerai pas longtemps du groupe Saint-Gobain, mais juste pour vous donner une idée de c'est quoi Saint-Gobain. Alors, je suis désolée pour Petit Bateau. Tout à l'heure, ils ont dit qu'ils étaient très fiers d'avoir 130 ans. Donc, le groupe Saint-Gobain a plus de 350 ans. C'est la plus vieille entreprise du CAC 40 qui a commencé avec la manufacture des miroirs pour la Galerie des Glaces à Versailles. Et donc, aujourd'hui, c'est un groupe international avec plus de 50 milliards de chiffres de vente, 168 000 personnes réparties dans le monde. Et la mission de Saint-Gobain, c'est l'habitat durable. Avec une mission qui est écrite ici, là, Making the World a Better Home. On voit pas bien avec la... Et donc le but, c'est la mission de Saint-Gobain, c'est la construction et la construction durable, la construction innovante, la construction confortable et la construction abordable pour nos clients. Et donc dans le groupe Saint-Gobain, moi je travaille plus particulièrement pour AdForce, qui fait des textiles techniques. Donc AdForce dans Saint-Gobain, c'est à peu près 5000 personnes. Avec une empreinte, vous avez derrière moi la carte de nos sites, qui est un peu différente par rapport à tout ce qu'on a évoqué ce matin. On a beaucoup parlé de l'Asie. Donc nous, on a une empreinte industrielle plutôt européenne, Europe de l'Est, Europe du Nord, et puis une empreinte industrielle aux États-Unis et à Mexico. Et qu'est-ce que ça veut dire une empreinte industrielle chez nous ? Il faut savoir qu'AdForce, c'est ce qu'on appelle un business complètement intégré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fait tout de A à Z. Donc on formule notre verre, on le fond, on le fibre, et cette fibre-là, soit on la vend à des clients, notamment pour le marché des composites, soit on l'utilise pour des applications textiles. Et les applications textiles, elles sont très proches de ce qu'on peut faire aussi dans la mode. On peut le tisser, on peut le tricoter, on peut faire du non-tissé, etc. Ça marche pas. C'est pas grave, je continue de parler. Donc du coup, on a notre business qui fait vraiment la fibre de verre, qu'est-ce qu'on appelle chez nous le upstream, et on a ce qu'on appelle le downstream, c'est-à-dire des business qui vont utiliser cette fibre de verre pour proposer des matériaux textiles à nos clients sur différents marchés. Et donc du coup, je vous le disais, en termes de type de textile, et donc là, je pense que ça vous parle puisqu'il y avait plein de gens dans la salle qui sont de ce milieu-là, on est capable de faire à la fois la fibre, on est capable de faire des choses tricotées ou tissées. On est capable de faire ce qu'on appelle du non-tissé, où là les fibres sont réparties de manière aléatoire, soit à base de polyester, soit à base de verre, avec plus ou moins de liant, avec plus ou moins d'épaisseur. Et puis on est capable derrière aussi de fonctionnaliser ces textiles, de venir les laminer avec un autre matériau, de venir mettre un revêtement par-dessus. Et tout ça pour faire quoi, vous me direz ? Et bien, tout ça pour servir des marchés de la construction. Donc le marché de la construction, c'est notre marché principal, parce que c'est le marché dans lequel est présent Saint-Gobain. Et souvent, quand je parle de la fibre de verre un peu autour de moi, personne n'a conscience que vous avez de la fibre de verre à peu près partout, et c'est sûr que vous en avez dans votre appartement ou dans votre maison. En fait, la fibre de verre, c'est un matériau qui ne se voit pas, mais qui est essentiel dans la construction. Donc aujourd'hui, on vend des solutions qui vont servir de renfort. Donc aujourd'hui, si demain vous achetez un sol en PVC, des dalles en PVC à poser, dedans il y a un voile de verre. Dans les dalles de plafond, au-dessus de nous, il y a un voile de verre sur la partie qu'on voit et aussi sur la partie qu'on ne voit pas, le backfacer, ce qu'on appelle. Il y en a en surfaçage de laine de verre, en surfaçage de plaques de plâtre. Il y en a dans les bandes à joints quand vous posez des plaques de plâtre. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas d'applications qui ne se voient pas, mais qui sont bien présentes. Et puis, on n'est pas que sur le marché de la construction.
Donc je vous l'ai dit, on vend aussi de la fibre de verre à des gens qui aujourd'hui font des composites. Donc en général, quand on parle composite, on pense automobile, aéronautique, éolien. Donc on vend à tous ces acteurs-là. On est aussi présent sur le milieu industriel. Donc on vend par exemple des solutions thermiques haute performance, parce que le verre c'est un bon isolant, à des industries, au marché automobile pour les batteries électriques par exemple, et je vous le présenterai un peu plus tard dans la présentation. Et donc aujourd'hui, le thème, c'était la durabilité aussi. Et donc, je pense qu'on l'a bien compris ce matin quand on a parlé. Je pense qu'on était à peu près, il y avait un consensus dans l'Assemblée. En tout cas, aujourd'hui, le développement durable, c'est plus une option. Et Saint-Gobain, pour ça, a pris des engagements assez forts. Donc, le groupe Saint-Gobain s'est engagé à être neutre en carbone en 2050. Ce qui, quand on est un grand groupe industriel qui font du verre à 1400 degrés, n'est pas anodin, et pas facile, et un gros challenge technique. Et donc on parle beaucoup du carbone parce que, on va dire, c'est la chose qui un peu nous parle à tous, mais on a pris des engagements plus loin que le carbone. On a pris des engagements sur la réduction de nos déchets, la réduction de notre consommation d'eau, la réduction du packaging de nos produits, etc. Et donc, pour atteindre tout ça, moi je suis assez persuadée que le numérique, c'est un outil clé. C'est un outil qui va nous permettre de mieux servir nos clients. C'est un outil qui nous permet de mieux comprendre nos produits, de mieux les optimiser, de comprendre nos procédés, d'améliorer nos procédés. Donc là, le but dans la présentation, c'est de vous donner quelques exemples un peu différents, mais de différents domaines où Adforce a utilisé le numérique pour produire des choses plus durables, à la fois pour nous et pour nos clients. Donc le premier exemple, c'est un exemple vraiment sur notre procédé de fabrication. Donc aujourd'hui, quand on fabrique du voile de verre, donc là ici c'est l'exemple d'une usine qu'on a en Pologne, ils fabriquent du voile de verre, donc ils vont mettre des fibres, et puis pour que ça tienne entre elles, on est obligé de rajouter un liant organique, un polymère. Et ce liant, il est déposé en phase aqueuse, donc il va falloir le sécher et il va falloir le polymériser. Pour ça, on a un grand four, c'est ce que vous voyez là. Je sais pas si ça marche là, hop. On a un grand four, et puis le four, il est réglé par l'opérateur, et puis le réglage, il dépend du grammage du voile, du type de produit, du type de liant, etc. Et il y a un projet qui a été mis en place pour essayer de diminuer la consommation du four qui marche au gaz, à travers la data. Donc le but, ça a été de collecter des datas, de comment régler le four, de quel type de propriété on avait derrière, des datas de nos capteurs, d'organiser tout ça, et à partir de ça, de mettre un modèle statistique qui a permis de définir vraiment des cibles de température pour aider les opérateurs à régler le four correctement. Et ça marche. Avec ça, on a réussi à diminuer la consommation du four de 11% en gaz. Donc en termes d'impact CO2, l'impact il est direct. Ça fait aussi économiser de l'argent, forcément. Et puis, ça permet aussi d'avoir une production qui est plus stable, puisque finalement, on va faire toujours la même chose pour le même produit. Donc on va avoir une meilleure qualité de produit, donc on va mieux servir nos clients. Et puis, ça permet aussi aux équipes de monter en compétences. Parce que voilà, on parle de la data, mais c'est des choses qui sont encore nouvelles. Et donc, il faut accompagner aussi les équipes dans ce développement-là. Un autre exemple que j'ai mis ensuite, c'est l'exemple finalement de... vous avez dit qu'il ne fallait pas dire digital, mais je vais le dire quand même, de la digitalisation de nos produits à nous. C'est-à-dire comment on fait pour que nos produits à nous ils soient plus intelligents. Et voilà, et c'est des choses que je sais qui sont aussi discutées dans l'industrie de la mode. On discutait de puces RFID, de fils à mettre dans les chemises. Voilà, nous on a développé un textile qu'on appelle intelligent, en tout cas on essaye. Et comment on fait ça? On a un textile qui est conducteur d'électricité. Techniquement, on a deux possibilités. Soit on prend des fils conducteurs qu'on va rajouter sur le voile, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc à chaque fois, vous avez un trait gris, c'est un fil conducteur, qu'on peut avoir sous forme de rouleau entier ou sous forme de bande. Soit on met une particule qui est conductrice dans l'intégralité du voile, ce qui fait que finalement, ça va être conducteur moins, mais de manière uniforme dans le produit. Vous me direz, super, ça sert à quoi? Ce qu'on a regardé, c'est que ça puisse être capable de détecter ce qui se passe dans la vie du produit. Et donc on a regardé deux cas. Le cas où on détecte une déformation. Donc là, ce que vous voyez, c'est que quelqu'un va venir plier le voile.
Et vous voyez, la petite lumière en haut s'allume, ce qui veut dire qu'on détecte un courant parce qu'on est en train de faire subir une déformation au produit. L'autre exemple sur lequel on a travaillé dans le cadre d'un projet européen sur ce sujet-là, c'était pour détecter la fuite d'eau. Donc vous avez vos deux fils qui sont séparés et finalement quand l'eau va toucher les deux fils, le courant électrique va être capable de passer d'un fil à l'autre et donc on va détecter un courant. Et ça c'est utile parce qu'on a pas mal de produits chez nous qui sont utilisés dans des membranes d'étanchéité. Et donc forcément, la fonction d'une membrane d'étanchéité, c'est que l'eau ne passe pas. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'eau ? Aujourd'hui, s'il y a de l'eau qui passe, vous vous rendez compte qu'il y a une fuite, vous faites appel au mec qui a posé chez vous votre membrane et il vous change toute la membrane. Le but là, c'est de se dire, ok, et si on était capable de voir où ça fuit ? Et si on est capable de localiser où ça fuit, on est capable de réparer que cette partie-là. Donc on est capable de prolonger la durée de vie du matériau et donc d'avoir quelque chose qui, à la fin, a une durée de vie plus longue. Et donc là, c'est un projet européen qu'on a fait. Donc on voit qu'avec un réseau finalement 2D de fils conducteurs, on est capable d'avoir une localisation de l'endroit où ça va fuir. Et donc là, le client final, c'était EDS, c'était pour des centrales nucléaires, pour être capable de détecter des fuites en cas de problème. Un autre exemple que j'ai mis ici, c'est un exemple donc plus dans la construction. C'est un des produits phares que vend AdForce aujourd'hui, ce qu'on appelle une grille. Et là, on va dire que l'application en elle-même, c'est déjà pour plus de durabilité, puisque c'est quand on va venir faire de l'isolation thermique par l'extérieur. Vous savez, c'est très à la mode, vous voulez isoler votre maison, vous ne refaites pas tout, vous refaites l'extérieur, donc vous allez mettre un isolant, et puis vous allez mettre un mortier pour refaire la façade. Et puis, vous voulez que ce mortier, il ne craque pas parce que vous n'avez pas envie d'avoir des craquelures sur toute votre maison. Et puis, parce que s'il y a des craquelures, l'eau va s'infiltrer. Donc, en général, on met une grille en fibre de verre qui va permettre au mortier de moins craqueler. Et là, et on sait qu'il y a des endroits où ça craque plus, on sait qu'il y a des endroits où les contraintes vont être concentrées. Par exemple, on sait que les coins de fenêtre seraient vraiment quelque chose de critique. On sait que certains coins de mur également, etc. Et donc là, on a lancé une thèse qui est maintenant terminée. On a essayé de voir un peu comment on devait poser au mieux notre produit pour avoir la meilleure performance possible. Et donc derrière, ça veut dire que la personne derrière, elle a la meilleure isolation possible et la meilleure durée dans le temps de sa façade. Et donc pour ça, je ne vais pas tout détailler, mais on a réalisé ce qu'on appelle de la tomographie par rayon X. Donc en gros, c'est comme si vous faisiez faire une radio à votre matériau sous contrainte. Et donc ça permet de voir quoi ? Ça permet de voir où sont générées les craquelures, comment elles se répartissent dans le matériau, comment elles se propagent. Et donc on a été capable de voir, déjà, bonne nouvelle, que le fait de mettre de la fibre de verre, effectivement, ça permet de réduire l'apparition de craquelures. Ça permet aussi... ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est des matériaux qui sont très hétérogènes, puisque dans votre mortier, il y a des grains de sable, il y a de la porosité, votre fibre de verre, c'est pareil, c'est pas un truc complètement linéaire. Et donc, ces hétérogénéités, finalement, c'est ça qui va dicter le chemin de la craquelure. La craquelure, elle va aller voir ses homogénéités, elle va passer autour. Et donc après, tout le jeu avec la craquelure, elle reste le plus petite possible pour qu'elle ne s'ouvre pas et pour que l'eau puisse pas s'infiltrer. Et ça, ce qu'on a vu, c'est que finalement, ça marche d'autant mieux qu'on met la grille, proche de la surface du mortier. Parce que dans ce cas-là, ça permet d'avoir plus de craquelures, mais des craquelures plus petites. Et donc, du coup, des choses qui vont rester à l'échelle plus microscopique. Et puis, le dernier exemple que j'ai mis, c'est un exemple où là, on sert du numérique pour aider nos clients qui, eux, sont sur un marché qui est un marché de développement durable. Et donc le marché en question, c'est le marché de la batterie électrique. Donc vous savez aujourd'hui qu'il y a un énorme push pour passer du moteur thermique au moteur électrique. Ça occupe pas mal les fabricants de voitures. Et un des principaux problèmes des batteries électriques, c'est la sécurité. Alors, j'espère que si vous avez une voiture électrique, vous allez peut-être avoir peur après la vidéo, mais en fait, une batterie électrique, ça peut être assez sensible. Ça peut être assez sensible à des chocs mécaniques, à des surtensions, à des problèmes thermiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'emballement d'une première cellule
dans une batterie électrique. Donc, il faut savoir qu'une batterie électrique, c'est constitué de plusieurs cellules qui sont mises côte à côte. Et en fait, une fois que la première cellule a pris feu, vous voyez qu'au bout de 4 minutes, c'est l'emballement, c'est-à-dire que la deuxième cellule va prendre feu, et là, votre batterie, elle est hors de contrôle. Et donc, je pense que si vous n'êtes pas sorti du véhicule, vous avez des problèmes. Donc forcément, on a envie d'éviter ça, et aujourd'hui, il y a une grosse volonté des constructeurs automobiles de venir apporter plus de sécurité sur ces batteries. Et donc, je vous la repasse pas. Comment on fait ça? Du coup, entre les différents, ce qu'on appelle les packs, entre les différentes cellules de notre batterie, on va mettre des matériaux. Le but étant, un peu comme dans le Titanic, que ça ne se propage pas partout. Pour ça, on a développé un matériau qui est ce qu'on appelle un aiguilleté en fibre de verre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la fibre de verre qu'on est venu aiguilleter pour apporter une tenue mécanique. Et donc, on n'a quasiment pas d'organique, donc une résistance thermique, une résistance au feu qui est plutôt bonne, et qu'on vient laminer avec des matériaux qui viennent renforcer la propriété de tenue au feu. Mais après, on a un petit souci, c'est-à-dire que quand on veut développer ce produit-là, quand il faut faire les tests, s'il faut faire cramer une batterie électrique à chaque fois, c'est un peu compliqué, quoi. C'est des tests qui coûtent super cher, qui sont compliqués à mettre en œuvre, qui d'un point de vue sécurité sont pas évidents. Et donc c'est là où on fait appel au numérique. On se dit très bien, on va modéliser ce que ça fait. Et donc là, il y a une espèce de cercle finalement qui se met en place, c'est-à-dire que on va faire certaines expériences, dont celle que je vous ai montrée. Ça va permettre d'avoir des données pour construire le modèle numérique, de valider notre modèle numérique. Et une fois qu'on a validé ce modèle numérique, on est capable de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que ça implique en termes de propriété, et du coup, de nourrir le développement de produits derrière. Et donc là, l'exemple que je vous montre, c'est la modélisation du pack de cellules. Donc plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc là, on voit, c'est la vidéo qu'on a vue, c'est-à-dire que la première cellule monte en température et puis ça se propage de façon assez rapide à toutes les cellules de la batterie. Maintenant, si on met un isolant entre les deux, qui est un isolant aujourd'hui qui est disponible sur le marché, on va, au lieu de 4 minutes, cette fois, on a 13 minutes pour sortir de la voiture, donc c'est un peu mieux, ça vous laisse le temps de voir que ça clignote en rouge, qu'il se passe quelque chose et de sortir du véhicule. Donc on voit que c'est ralenti, que c'est beaucoup plus lent. Et puis maintenant, ce qu'on veut atteindre, in fine, ce que nous demandent aujourd'hui les constructeurs automobiles, c'est juste qu'il n'y a plus de choix, il faut qu'il n'y ait pas de propagation. La cellule doit prendre feu et ça doit rester comme ça. Donc aujourd'hui là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on voudrait atteindre avec le modèle numérique. Et du coup, derrière, on développe le produit pour essayer de coller le mieux aux propriétés qui font qu'à la fin, sur notre batterie, on sera en mesure d'éviter toute la propagation thermique. J'avais pas mis autant de couleurs à la base. Voilà, donc j'espère vous avoir montré à travers ces quelques exemples que le développement durable, c'est vraiment au cœur de la stratégie de Saint-Gobain AdForce, à la fois sur notre empreinte à nous, comment on réduit l'empreinte carbone de nos produits, de notre process, mais aussi sur le type de solution qu'on peut proposer à nos clients, à la fois pour des marchés durables, à la fois pour que nos clients aussi aient des modes de construction plus durables, et puis aussi pour des systèmes qui soient plus faciles à réparer et donc avec une durée de vie prolongée. Et aujourd'hui, on est assez persuadé que l'outil numérique, c'est un super outil pour faire ça. Ça permet de gagner du temps en développement, ça permet d'aller plus vite et ça permet de contourner quand les moyens techniques qu'il y aurait à mettre en œuvre sont compliqués, sont longs, sont chers, etc. Voilà. Et puis, je vais finir en disant merci, puisque le travail que je vous ai présenté, ce n'est pas mon travail, c'est le travail de plein d'équipes différentes. Donc, c'est le travail de l'équipe en Pologne. Je ne prononcerai pas leur nom parce que voilà. Le travail de l'équipe de HKO, donc, qui travaille sur les batteries. SGR Germany, donc le centre de recherche en Allemagne qui fait la modélisation. Et puis, une partie de mes équipes qui a contribué à ça. Et puis, vous tous pour m'avoir écouté. Et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Myriam. Effectivement, on a 3 minutes, sachant qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais 3 minutes pour prendre une ou deux questions qui viendraient de la salle.
Bonjour. Caroline, moi je travaille chez Kiabi, donc je ne suis pas du tout sur les mêmes produits, mais j'ai une question. On a beaucoup parlé de circularité ce matin. Vous nous parlez de plein d'usages très divers et technologiquement intéressants. Qu'en est-il du recyclage de la fibre et de la réutilisation pour vous possible de fibres usagées de vos propres marques? Alors c'est une très bonne question, c'est un exemple que je n'ai pas présenté parce qu'il n'y a pas beaucoup de numérique dedans pour l'instant. On est sur des problématiques assez différentes finalement du textile. On travaille au niveau de la circularité, on travaille sur plusieurs choses. On travaille sur nos matières premières, avoir un taux de recyclé plus important dans les matières premières. On est capable de bien le faire aujourd'hui sur du polyester puisqu'on utilise principalement des fibres de polyester recyclées, typiquement le PET de votre bouteille de Perrier. Sur le verre, c'est plus compliqué, même si on dit toujours que le verre c'est recyclable. En fait, on dit le verre, on devrait dire les verres. Il y a plein de compositions verrières différentes. Et quand on fait du fibrage, qui est un procédé qui est compliqué, on doit maîtriser le diamètre des fibres au micron près. On a besoin d'un verre d'une très bonne qualité. Et donc, recycler, incorporer un taux de recyclé, c'est pas si facile, mais on y travaille. Et après, en termes de recyclage de nos fibres, on travaille sur deux choses. On travaille sur le recyclage de nos déchets de production. Et là, le plus gros challenge, c'est le même challenge que toute l'industrie composite, en fait, c'est de séparer la fibre de la partie organique, qui peut représenter jusqu'à 20% en poids, sans trop abîmer la fibre, puisque aujourd'hui, on va dire une des méthodes les plus faciles, c'est juste de faire brûler l'organique. Mais dans ce cas-là, on détériore vraiment la propriété mécanique de la fibre, on ne peut pas la réutiliser. Donc on travaille sur des moyens, on essaye en tout cas d'avoir des moyens un peu différents. On travaille aussi sur, et donc ça c'est une voie, de séparer les deux. On essaye aussi de voir si c'est possible de valoriser nos déchets de production sans séparer l'organique de l'inorganique, en se disant que ça a une plus-value d'avoir les deux ensemble et qu'il y aurait peut-être d'autres types de débouchés. Et après, la question de la collecte derrière est assez compliquée, hein, parce que un bâtiment déjà ça dure 20, 30, 50 ans. Donc aujourd'hui, on va récupérer des déchets de technologie qu'on n'a plus forcément chez nous. On récupère un déchet qui est... Alors vous parliez de problème d'avoir différents matériaux dans les vêtements. Je pense que la construction, c'est pire. C'est-à-dire qu'on récupère un déchet qui a du plâtre, de la peinture, de la colle, qui est dans une autre matrice. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très compliqué, mais on travaille aussi sur ça. Mais on en est plutôt à la première étape de savoir qu'est-ce qu'on peut récupérer. Qu'est-ce qu'on peut récupérer avant même de savoir comment le valoriser derrière. Bon, on a le temps pour au moins une autre question, puisque comme vous le voyez, on a des petites choses techniques à réaliser pour garantir l'arrivée du flux qui vient du Danemark, donc qui est notre prochain intervenant. Donc, si vous avez des questions dans la lignée de celle qui a été proposée ou autre, c'est le moment. Normalement, des jeunes ingénieurs, au moins, devraient avoir un certain nombre de questions. Je pensais, Aurélie, Aurélie qui nous attend, va amener tout à l'heure des choses plus de l'ordre de la biologie, du codage, de la prospective en matière de nouveaux tissus qui peuvent être réalisés, y compris dans le domaine de l'habitat. Donc, je ne sais pas si, pour ce qui est de Myriam, il y avait des aspects qu'on pouvait aussi développer maintenant et qui peuvent nous intéresser, sur notamment la partie dont vous parliez qui consistait à simuler des phénomènes. Est-ce que c'est des techniques dont vous pouvez nous parler? Par exemple, est-ce que c'est des modèles exacts qui sont développés et qui sont couplés à de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aussi un tout petit peu dégoupiller en matière de formalisation en fait, des phénomènes? Parce que c'est des choses qui sont aussi des choses connues qui se mixent avec des aspects plus exploratoires. Alors aujourd'hui, le modèle que j'ai montré, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est vraiment de la modélisation numérique de phénomènes physiques. Par contre, l'intelligence artificielle est quelque chose qu'on regarde chez Saint-Gobain. Et je vous ai dit en introduction que chez Saint-Gobain Recherche, il y avait une équipe de data scientists, hein, donc ils seraient beaucoup plus calés que moi pour parler de ça. Mais du coup, il y a la question de savoir, par exemple, en termes de matériaux, en termes de formulation, est-ce qu'on peut rationaliser le nombre de formulations qu'on teste grâce à l'intelligence artificielle? Et donc, au fur et à mesure où on fait de plus en plus de tests, on nourrit le modèle et au fur et à mesure, ça nous propose des choses de plus en plus pertinentes à tester pour atteindre les propriétés qu'on
qu'on veut regarder. Et ça, ouais, c'est des choses sur lesquelles on travaille dans le centre de R&D. C'est vraiment des modélisations simples, exactes, parce que nous, à l'ESIA, il y a des gens qui sont plutôt spécialisés dans les méthodes sans maillage. Parce que là, il y a des phénomènes physiques, thermiques. Oui, sur le cas des batteries, là. Oui. Alors le cas des batteries, donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille dessus. Hein. Il y a des thermiciens, il y a des mécaniciens, il y a des modélisateurs, et donc effectivement, il faut que tout ça travaille ensemble. Et il y a plein de challenges, notamment le fait que ça se passe à très haute température, qui sont en fait des conditions dans lesquelles on ne sait pas très bien mesurer les données d'entrée physiques. Par exemple, la conductivité thermique, on la mesure très bien à 25 degrés, tout se passe bien. Ce qui se passe à 800, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, ce sera intéressant, on fera creuser nos fous furieux là, de méthodes sans maillage. Ils adorent les problèmes qu'on arrive à résoudre, mais avec des demandes de puissance de calcul qui sont énormes. Et donc, leur job, c'est de voir comment on peut simplifier et avoir des simplifications du maillage de la structure et de la paramétrisation pour que le truc soit plus efficace, quoi. Donc, il y a peut-être des enjeux là. Peut-être des choses à regarder. Et après, comme on a vu ce matin, la question qui a été posée, c'est comment on peut recycler, comment on peut tracer, parce que j'imagine que les batteries de demain, les sols de demain, alors c'est pas des sols, mais si c'est des revêtements, voilà, comment on va pouvoir tracer cette intelligence que vous embarquez dans vos matières, qui fait que le démantèlement sera plus compliqué, voilà, nous c'est ces enjeux qu'on regarde, bon, pour le textile, mais après dans d'autres domaines. Quand on est sur des produits mécaniques, ça va, mais quand on est... Oui, il y a un vrai enjeu au niveau de la construction en général. Hein. Quand on démolit un bâtiment, aujourd'hui, on sait bien séparer la ferraille du reste, mais après, quand on récupère du plâtre, de la laine de verre, des dalles de plafond, tout ça, c'est mélangé. Et donc, je pense qu'on n'est pas très avancé hein, aujourd'hui dans le domaine de la construction sur ce côté-là. Il commence à y avoir des endroits de collecte. Et donc, ça commence. Je sais que par exemple chez Saint-Gobain, quelque chose qui marche pas mal, c'est la laine de verre, puisque finalement la laine de verre, on récupère quand même plus ou moins des panneaux qui ressemblent à de la laine de verre. Il n'y a pas de traçabilité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le milieu de la construction, la stratégie qui est choisie, c'est plutôt de se dire il va falloir qu'on soit capable de recycler à peu près tous les types de produits, et on ne pourra pas choisir que ça soit le nôtre et pas celui du concurrent, que ça soit la techno qu'on a mis à partir de 2000 et pas celle d'avant. Et donc finalement, il y a cette stratégie de se dire il faut qu'on trouve des choses qui soient applicables à une variété de produits très grande, parce qu'on n'est pas capable justement aujourd'hui de tracer sur 20, 30, 50 ans un truc qui a été mis dans une maison et qui va ressortir. Merci beaucoup. Il nous reste à vous remercier chaleureusement. Vous avez bien résisté à l'exercice de crash test qui était en train de se jouer en même temps. En tout cas, merci beaucoup et je vous prie de regagner une place plus tranquille si vous souhaitez. En tout cas, on va pouvoir passer la parole à Aurélie Mossé qui donc intervient à distance. Aurélie, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez faire un petit signe de tête ou même parler peut-être ? Parfait, c'est un signe de main, mais ça marche aussi. Et donc, je vous donne la parole directement sans trop d'introduction parce que le temps est limité. Voilà, je vous donne la parole, c'est à vous. Ah non, mais on n'entend pas. Non, on n'a pas le son. Attendez une petite... Bon, c'est les fameuses réunions en hybride qu'on apprécie tous énormément et qui donnent certaines joies. Bon, le mouvement, c'est bon. Est-ce que vous pouvez essayer la voix? L'image est bonne, oui. Est-ce que vous m'entendez, du coup? Oui. Bon, on applaudit, merci beaucoup. C'est parti, alors, du coup, j'imagine. C'est parti. Merci pour votre invitation et désolée de ne pas avoir pu l'honorer en présence, je le regrette.
Donc, je m'appelle Aurélie Mossé, je suis designer textile de formation et je partage aujourd'hui mon temps entre trois activités, l'enseignement et la recherche que je mène à l'École des Arts Décoratifs à Paris et puis une pratique aussi en parallèle de design et de conseil dans le domaine des textiles futurs, ce qui fait sans doute que je parle avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler essentiellement de mes activités de recherche à l'École des Arts Décoratifs aujourd'hui, où je co-dirige le groupe de recherche Soft Matters, qui est un des 5 groupes de l'ENSAD Lab, le laboratoire de recherche par les pratiques créatives de cette école. C'est un groupe qui s'intéresse à comment nouveaux matériaux et nouvelles technologies peuvent contribuer à des futurs plus résilients et on approche ces thématiques par plusieurs prismes, notamment celui des matériaux actifs, du design circulaire, de l'artisanat numérique, du design sensoriel, mais ce qui fait vraiment le liant de tous les membres du groupe, c'est une affinité pour le textile et les matériaux souples. Voilà, l'équipe aujourd'hui, c'est à peu près 13 personnes, dont 8 doctorants, dont vous aurez un petit aperçu à travers cette présentation. Mais avant de rentrer dans le détail, je voulais revenir sur la manière un petit peu dont on a appréhendé ce futur du textile. Parce que nous l'envisageons, nous, sous le prisme de la résilience. C'est un concept qui a émergé dans le champ des sciences de l'écologie afin de comprendre pourquoi certains systèmes s'effondraient face à un choc, tandis que d'autres non. Donc, il se rapporte finalement à la capacité d'un système d'absorber des perturbations et de se réorganiser en intégrant ce changement tout en conservant essentiellement la même fonction, la même structure et identité. Donc pour résumer tout cela, la résilience, elle se base sur 3 principes clés. La diversité, l'idée de diversifier en fait les moyens de subsistance au maximum, que ce soit en termes de matériaux humains ou énergétiques, par exemple. Euh, Elle s'appuie également sur la notion de modularité qui est à entendre plutôt comme une autonomie accrue qu'une autosuffisance. Et ça passe entre autres par la décentralisation énergétique et une production locale. Et puis, le troisième grand principe, c'est l'idée de rétroaction, c'est-à-dire de rapprocher les résultats de nos actions le plus près de notre lieu de vie, afin de ne pas les ignorer et donc d'éviter des stratégies de délocalisation de ces conséquences parfois un peu hasardeuses. Donc nous abordons au sein du groupe, nous comprenons plutôt la résilience aussi et surtout comme des opportunités créatives qui nous permettent de tester de nouveaux matériaux, nouveaux modèles de création, de production, qui prennent des hypothèses en compte, telles que créer avec des ressources pétrolières drastiquement limitées est inévitable, ou que nous ne pouvons nous diriger vers quelque chose que si nous ne pouvons imaginer à quoi peut ressembler ce but et ce futur. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'esquisser quelques pistes, quelques directions à travers les axes suivants qui se situent tous à la croisée du numérique, du biologique et du design circulaire. Donc, je vais commencer par vous parler de textiles actifs, puis des déchets comme matière à création. Ensuite, je vous parlerai du concept de design zéro chute et je finirai sur des notions de fabrication microbiologique. Donc, les textiles actifs, ça a été mon premier terrain de recherche. Ils sont parfois aussi appelés textiles intelligents et ils correspondent en fait à tous ces textiles qui ont la capacité de sentir une information et d'y répondre avec un comportement spécifique. Donc, ça peut être un changement de couleur, un changement de forme, de la génération d'électricité. Il y a des multitudes de comportements en jeu. Et dans le contexte qui nous intéresse, ces matériaux sont régulièrement évoqués dans la perspective d'une mode émotionnellement durable, du fait en fait de leur potentiel à répondre à des désirs de changement et de personnalisation du vêtement ou du textile sans passer par une nouvelle matérialité. Donc l'idée, au moins en théorie, de réduire le nombre de vêtements dans une garde-robe tout en maintenant une variété de styles. Certains ont aussi la capacité, relativement modeste encore, de générer de l'énergie
renouvelables, comme c'est le cas notamment dans les travaux de Pauline von Dongen que vous voyez en haut à droite. Pourtant, ces textiles-là, ils sont assez spécifiques et ils sont encore trop rarement réutilisables ou recyclables. Ils reposent régulièrement sur des ressources rares, voire toxiques, qui viennent souvent de loin ou qui passent en partie par des ressources, des matières premières d'origine pétrolière. Certains sont, notamment les e-textiles, sont dépendants de l'électricité pour leur activation, qui peut être parfois gourmande. Ils sont rarement produits de manière intégrale localement. Et on peut aussi parfois se questionner sur les efforts investis pour finalement une valeur ajoutée ou un usage d'une durée relativement limitée. De même qu'on peut questionner parfois la nature des interactions qui le soutiennent. C'est ce à quoi je me suis plus particulièrement intéressée dans ma thèse de doctorat qui s'appelle Gossamer Timescapes, où j'évoquais en fait les enjeux plus généraux de durabilité et le fait qu'ils sont la conséquence, comme le souligne Barbara Adam, la sociologie du temps, et qui sont le résultat en fait d'un conflit de paysages temporels. Pour le dire autrement, les enjeux écologiques auxquels nous nous faisons face font en partie le résultat de l'imposition d'une idée du temps industriel sur les rythmes de la nature. Donc une véritable déconnexion entre un temps objectivé qui est celui de l'horloge et des temps multiples de la nature. Et la plupart des textiles actifs, ils ont été conçus dans un cadre conceptuel qui est celui de l'interactivité, c'est-à-dire l'ensemble des interactions qui sont rendues possibles par l'informatique embarquée. C'est, comme je le disais, une temporalité qui est héritière du temps de l'horloge, qui est façonnée par un temps invariable, prévisible, universellement applicable, et qui donne lieu à des expériences qui sont principalement concernées par un espace-temps qui est tourné vers l'utilisateur, basé sur des relations ou des dépendances homme-machine qui ne prennent pas ou peu en compte des interdépendances plus globales qui sont celles de la vie sur Terre, ce que Michel Serres appelle la biogie. Donc l'ensemble des vivants et de la matérialité terrestre. Tout ça pose un certain nombre du coup de questions quant à la création de textiles actifs, où se posent nombre d'enjeux, nombre de défis. Nous avons une thèse actuellement au sein du groupe qui est celle de Lingxiao Luo, qui s'intéresse dans le cadre du réseau Doctoral Software à l'appropriation des actionneurs souples, donc tout ce qui va permettre un comportement en mouvement dans les vêtements connectés et les exosquelettes. Donc elle s'intéresse plus particulièrement à l'intégration des actionneurs souples dans de la maille, en employant des techniques de design pour désassemblage, où des composants électroniques et textiles peuvent être recyclés, surcyclés, dans des circuits distincts après leur première vie, avec l'idée du coup de réduire l'empreinte de deux des plus problématiques industries en termes d'écologie, que sont le textile et l'électronique. Donc c'est une thèse qui vient de commencer, donc il y a encore peu à montrer, beaucoup de promesses, mais elle travaille actuellement avec l'EPFL sur l'intégration d'une technologie spécifique qui s'appelle Fiber Pump, une technologie tubulaire qui permet le déplacement de liquide sous l'effet d'un champ électrique qui va venir permettre de venir activer les mailles que vous voyez ici sur ces images. Sans trop de transition, je pense qu'un des autres versants enfin, de l'impact écologique de l'industrie du textile et de l'habillement tient à sa production massive de déchets que le numérique peut permettre aussi bien de quantifier que de réduire. C'est le cas notamment par l'optimisation de la découpe de tissus pour du vêtement. Mais j'aimerais évoquer une approche un peu différente qui est celle de la designer textile Capucine Stoss dans le cadre de son projet de diplôme à l'École des Arts Déco, qui s'est intéressée aux outils de fabrication numérique, en particulier ici la découpe laser,
pour contribuer au surcyclage du métis, qui est ce matériau que vous voyez en haut à gauche, et qui est un isolant thermique et acoustique pour le secteur de la construction, fabriqué à partir de vêtements en coton usagés par Emmaüs. Donc toute sa démarche a été de réfléchir comment, par des moyens de design textile, elle pouvait offrir de nouvelles perspectives d'usage à ce matériau seconde vie qui est souvent discrédité. Vous voyez en haut à droite des exemples de, de panneaux découpés au laser. Et puis sur l'image ici, plutôt des techniques d'impression par sérigraphie qui sont convoquées également pour augmenter les propriétés esthétiques et sensorielles de cette matière et l'encourager à être intégrée dans notre quotidien. Mais évidemment, on le sait tous, le système le plus résilient est probablement celui qui ne produit pas de déchets en premier lieu. Et c'est une des idées qui nourrit le travail d'un autre doctorant, Yuri Apolodrous, qui s'attelle dans le projet No Cut No Seams à questionner comment créer des vêtements tissés zéro chute, prêts à être portés à la tombée du métier. Ce faisant, il questionne donc les changements qui sont induits par cette manière de concevoir et de produire des vêtements qui ne requièrent aucune couture, à la fois en termes d'usage, de technique que d'esthétique, ce qui implique du point de vue du design de penser et de matérialiser simultanément la forme et le matériau qui constituent le vêtement. Donc un exercice qui n'est pas des plus simples. Donc à ce stade de la recherche, le processus repose entièrement sur une pratique artisanale qui est basée sur des manières sous-exploitées ou nouvelles d'entrecroisement des fils, sur la création d'outils permettant de modifier la manière de tisser sur le métier. Ici, un métier à 12 cadres. Donc, les techniques que Yuri convoque sont proches des tissages complexes présents dans certaines cultures ancestrales, telles que les Incas, la Grèce antique, qui ont été abandonnées avec l'industrialisation du tissu et sa production systématique sous forme de rouleaux ou de rectangles. Donc les techniques qu'il redécouvre ou qu'il invente passent par le changement de l'orientation de la chaîne et de la trame durant la mise en forme du tissu. Donc la chaîne devient trame, la trame devient chaîne et vice-versa. Assembler directement et sans couture une maille et un tissage pour bénéficier des propriétés des deux matériaux, mais également tisser en forme, notamment des formes circulaires comme vous voyez à gauche, ou tisser simultanément différentes parties d'un vêtement, comme vous le voyez dans ce top à droite, où manches et devant sont tissés intégralement en même temps. Donc tout cela, ça implique de questionner d'autres manières d'entrecroiser des fils, mais aussi, je l'ai dit, de modifier le métier lui-même avec l'aide de différents accessoires. Donc à ce stade, on est vraiment dans une pratique artisanale, mais elle pourrait bénéficier d'une adaptation sur métier à commande numérique. Et pour un petit peu développer ce propos, je vais vous présenter en réalité un projet qui s'inscrit dans la même logique, et qui est celui de Jeanne Visserial, qui, donc, elle ne cherche pas à revisiter les techniques actuelles de tissage ou de patronage, mais plutôt d'inventer de nouvelles façons d'entrecroiser le fil et de nouveaux outils mécatroniques pour lui permettre de créer des vêtements. La base de son propos s'appuie sur le fait de questionner comment réconcilier prêt-à-porter et sur-mesure à travers la création de nouveaux outils pour le textile et l'habillement, réalisés selon des mesures anthropodimensionnelles. Donc en gros, c'est l'idée d'avoir des vêtements qui vont être complètement ajustés aux différentes natures et morphologies, tailles des corps qu'ils habillent. Comment ça fonctionne, vous allez me demander. Donc, elle a développé ce qu'elle appelle une technique de tricotissage qui se situe à la croisée de la maille, du tissage et de la dentelle dans son projet de master. Et elle développe actuellement dans le projet Co-Create
des machines qui vont lui permettre de combiner commande manuelle et électronique pour mener à bien cette technique, aussi bien au service des étapes de création, de conception du vêtement, que dans une logique de production en série. Donc la machine en question, j'espère que vous allez pouvoir la voir tout prochainement. C'est ce que vous voyez ici en mouvement en bas à droite, est une machine qui permet un dialogue multimodal, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner en mode 100% manuel, comme automatique, 100% automatique et avec tous les gradients intermédiaires, afin de satisfaire les besoins de la designer à toutes les étapes de conception et de fabrication. Ensuite, ce que permet cette machine, c'est donc une production contrôlée mécatroniquement de pièces textiles qui sont issues de l'entrecroisement d'un fil sans générer de chute comme la maille, mais en produisant des effets esthétiques différents. Et elle permet surtout de démultiplier la vitesse de production tout en maintenant une possibilité de sur-mesure. Ainsi, on peut parler de cette machine, on peut l'assimiler à un processus de prototypage rapide qui repose sur une technologie qui a été brevetée dans le cadre de sa thèse. Ce qui fait qu'elle peut produire maintenant des vêtements à peu près en 8-10 minutes, alors qu'il lui fallait des centaines d'heures pour le travailler manuellement. J'aimerais maintenant aborder avec vous la pertinence aussi, dans une perspective écologique, des procédés de biodesign ou de biofabrication. Et j'entends par là toutes les créations qui sont façonnées avec le concours du métabolisme d'organismes vivants, qui offrent, il me semble, un cadre alternatif pour repenser de manière pertinente nos modes de production dans une perspective plus résiliente, voire plus régénérative. En effet, la plupart de ces processus reposent sur des températures de transformation basses, des ressources renouvelables qui sont moins, voire non polluantes, que le système actuel dont nous avons hérité et qui s'appuie sur les principes de la révolution industrielle. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer plus spécifiquement des exemples de microfabrication biologique issus donc des processus vivants des bactéries. Plusieurs types de bactéries. Nous, à l'ENSAD, on a commencé à aborder ces procédés en 2018 avec une bactérie qui avait la capacité de sécréter un colorant, la violacéine, qui est assez courant, sauf qu'ici, il est donc produit par les bactéries. Et donc, l'intérêt d'obtenir ces colorants de cette manière-là est que l'on a un processus de coloration qui requiert très peu d'eau et qui ne génère aucune pollution chimique comparée à la coloration aussi bien végétale que la coloration à base de colorants synthétiques. Évidemment, on n'est pas les premiers à le faire. Il y a notamment le travail très intéressant de la start-up Pili qui développe toute une palette de couleurs aujourd'hui grâce à la biologie de synthèse. Ce qui est assez intéressant aussi du point de vue du design, c'est qu'on n'est pas sur un motif standardisé. On peut réellement utiliser les bactéries comme une manière aléatoire de colorer le tissu et de générer des motifs singuliers. C'est ce que travaille notamment depuis plusieurs années Audrey Natsai-Cheza et d'autres. Pour vous montrer ce à quoi ça a pu mener chez nous, dans le cadre d'une collaboration avec le Textile Lab de du War Institute basé à Amsterdam. En fait, les étudiants ont appris à cultiver ces bactéries qui produisent cette violacéine. Et à gauche, vous pouvez voir une tentative de combiner couleurs bactériennes et couleurs végétales pour augmenter donc la palette des possibles en termes de couleurs et de motifs. Et puis à droite, vous voyez une proposition qui est visée, elle, plutôt à se questionner sur l'appropriation des microalgues comme matière à création, aussi bien en traitement de surface que comme matière première à façonner. Il existe une multitude de bactéries qui peuvent nous aider dans ce voyage. Nous avons également
travailler avec des bactéries qui ont la capacité de rigidifier des substances granuleuses qui sont sans doute un peu moins connues. Ce procédé est appelé couramment la biocalcification et plus scientifiquement la précipitation de calcite microbiologiquement induite en raison de la bactérie à induire la formation de minéraux, de carbonate de calcium à partir d'une solution. Donc c'est ce que nous avons appris à faire l'année dernière en exposant des fils de jute à ce procédé grâce aux connaissances acquises par les architectes Bastian Beiner et Daniel Suarez, qui ont ouvert la voie pour cette technique dans le domaine de l'architecture et du textile. Donc, vous voyez ici sur ce slide le bioréacteur dans lequel nous avons cultivé ces bactéries sur le tissu et puis la découverte progressive des échantillons. Donc vous allez voir ici deux exemples, notamment cette structure d'à peu près d'1 mètre de diamètre à base de crochets avant et après calcification. On voit l'incroyable définition de cette calcification et aussi sa capacité à venir, au-delà de nos espérances, je dois dire, remplir les cavités du crochet. Un autre exemple ici qui était basé sur des techniques d'assemblage par couture, on voit bien la capacité autoportante qui est permise grâce à la calcification de ces textiles qui sont initialement tous assez souples. Et je voudrais en fait conclure ma présentation avec un dernier projet qui n'est pas à proprement textile, mais qui va permettre de vous montrer la manière dont nous pouvons plus concrètement articuler biologique et numérique, qui est le projet Impressio Vivo, un projet interdisciplinaire qui est soutenu par l'ANR dans le cadre du programme JCJC et du comité bioéconomie, chimie, biotechnologie, procédés et approches système de la biomasse aux usages. Donc, en 2 mots, on s'intéresse à l'impression 3D de matériaux bioluminescents et biocalcifiés dans une perspective de design circulaire. Et c'est une recherche que nous menons en collaboration avec le Centre pour l'architecture et les technologies de l'information basé à Copenhague et 3D Fab, une plateforme de bioimpression basée à l'université de Lyon 1. Avec le soutien également de Soltan Chebachi, spécialiste de la biocalcification. Le projet a commencé en 2022 et est divisé ou articulé en 2 axes matériels. D'une part, la création d'hydrogel bioluminescent, comme vous le voyez en haut, à gauche, avec l'idée de questionner comment on peut fabriquer une architecture vivante et éphémère. Et d'autre part, un deuxième axe où nous nous intéressons à la rigidification par biocalcification d'une mousse de papier recyclée. Ce qui fait le lien entre ces 2 approches, c'est la modélisation et l'impression 3D par laquelle nous allons façonner ces matières. En ce qui concerne la bioluminescence, notre approche a d'abord été de se questionner sur le dispositif d'impression 3D. Et nous avons vite constaté que les outils de bioimpression existants ne nous permettaient pas vraiment d'adresser l'échelle architecturale et en tous les cas ne s'intégraient pas réellement dans nos environnements de création. Donc nous avons développé notre propre système qui est en gros un bras robotique sur lequel nous sommes venus attacher une tête d'impression qui permet d'extruser les hydrogels et puis une cartouche sur mesure avec fonction chauffante qui nous permet d'alimenter donc cette tête d'extrusion. Donc quand la tête est alimentée, eh bien, nous extrudons les structures et venons cultiver les bactéries par-dessus dans un deuxième temps, même si nous avons l'ambition de pouvoir faire les 2 simultanément d'ici à la fin du projet. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ce procédé? Eh bien, on essaye de comprendre comment concevoir et produire une architecture vivante, comment cultiver de nouvelles relations avec le monde bactérien dans notre quotidien.
Et donc, nous avons testé en premier lieu quels sont les types de géométrie, de topologie qui nous permettraient d'accueillir au mieux ces bactéries bioluminescentes dans notre environnement. Donc, nous extrudons ces substrats de culture avec des formes spécifiques ici qui ont plutôt des formes de bassin, de piscine ou de terrasse afin de conserver un milieu le plus humide possible puisque ces bactéries bioluminescentes sont d'origine marine. Donc, il est important de maintenir ce taux d'humidité. Ce qui fait que nous pouvons observer ces effets lumineux. Et donc, ce qui nous intéressait de voir, c'était d'observer comment la variation de la géométrie allait pouvoir faire varier la luminosité de ces structures. Donc, vous voyez ici des variations autour de formes en spirale. J'évoque brièvement aussi le fait que nous travaillons également avec la simulation de la modélisation numérique, qui a pour but pour nous de comprendre plus finement les phénomènes physiques auxquels nous nous confrontons et d'anticiper les futures créations que nous ferons par la suite. Mais je ne vais pas rentrer nécessairement plus dans le détail pour avoir le temps de vous montrer ce que nous faisons avec la mousse de papier, que nous cherchons aussi à extruder avec des dispositifs d'impression 3D par extrusion mécanique. Une mousse donc qui est réalisée à partir de déchets de papier que nous broyons, que nous façonnons en forme de mousse et que nous venons extruder comme vous le voyez ici. Dans un deuxième temps, eh bien, nous cherchons donc à les calcifier avec les bactéries, ce qui passe par deux étapes. Exposer les impressions 3D à une solution bactérienne pour que les bactéries viennent absorber cette matière, et puis un deuxième bain dans lequel elles sont exposées à de l'urée et du carbonate de calcium, ce qui crée la rigidification de cette matière. Donc ça nous donne ce genre d'effet, c'est-à-dire que la minéralisation de la mousse provoque en fait une texture plus granuleuse, plus rigide et plus blanche que la mousse originelle et qui est confirmée par des analyses microscopiques. Donc dans les deux cas, dans ces deux axes matériels, la bioluminescence et la biocalcification, nous travaillons en fait à développer au-delà de la matérialité, des artefacts et des dispositifs qui vont nous permettre de préfigurer différents usages dans différents types de contextualisation. Donc, je vous invite à suivre nos recherches par la suite pour en savoir un peu plus là-dessus. Et je vais donc simplement conclure pour vous dire que voilà, le numérique, le code, il existe à plusieurs niveaux dans nos recherches et dans celles de bien d'autres, bien sûr. Il nous permet d'activer de la matière, il nous permet de simuler de la matière pour mieux la comprendre, il nous permet de la transformer, de lui donner une géométrie particulière. Il nous permet d'interagir de manière plus fine avec le monde biologique et c'est, comme on le fait aujourd'hui, aussi un outil de collaboration et de communication qui nous permet de travailler à distance. Donc, c'est devenu un élément vital de notre pratique de recherche, mais il paraît aussi important de garder un œil critique sur son appropriation. Et donc, je vais conclure sur ces mots de Fabrice Flippot, professeur de philosophie, en rappelant que, comme toute technologie, le numérique a ses avantages et ses inconvénients et que c'est bel et bien l'usage que nous en faisons qui détermine sa pertinence, en particulier dans le contexte écologique, puisqu'il nous rappelle que le numérique représente à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est donc peu. Ces gaz sont émis à peu près par toutes les activités humaines, donc à chaque fois qu'on met en avant une activité ou une autre, on peut toujours dire que ce n'est pas grand-chose et qu'il faut regarder ailleurs. Chaque secteur pollueur dit la même chose. Et une deuxième raison de s'alarmer quant à l'utilisation du numérique, c'est qu'il est le pire de tous les secteurs en termes de trajectoire, celle qui augmente le plus vite. Il n'y a aucun secteur qui fait pire, et en plus, le numérique entraîne les autres. C'est un moteur de croissance économique qui facilite l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs. C'est d'ailleurs un point clé. Donc, je vais vous laisser sur
ces réflexions et je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup Aurélie pour votre présentation particulièrement stimulante. Alors, vous ne nous voyez pas malheureusement puisqu'il y a des soucis Alors, techniques pour ce faire. Si on me parle, j'entends très mal. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Ce que je voulais dire, c'est que vous ne nous voyez pas malheureusement parce que tout le monde est tout à fait fasciné et attaché à ce que vous dites depuis tout le temps. Et je pense qu'il doit rester dans la salle une ou deux questions peut-être à laquelle on peut à laquelle vous pouvez tenter de répondre. Je ne sais pas si... Oui ? Je vous passe le micro parce que sans micro, c'est encore pire. Et ensuite, on vous laissera. Bonjour, professeur Aurélie. Moi, en fait, j'étais étudiante, élève du professeur Jean Bassero. Et du coup, j'étais un peu au courant du travail qu'il faisait par rapport au supercyclage. Je voudrais savoir comment est-ce que vous voyez le rôle du supercyclage et aussi de toutes ces innovations qui aujourd'hui sont dans un niveau plus artisanal. Quel est le rôle de ce type de travail dans un contexte industriel? Je ne sais pas si c'est clair. Je suis désolée, le son est très mauvais. Je n'ai pas complètement compris la question. J'ai cru comprendre. C'est lié au supercyclage, si j'ai bien compris. Et elle voudrait savoir quelle expérience vous avez sur ce sujet, elle-même ayant une petite... Et le rôle de... Et le rôle de ce type... Est-ce que peut-être vous pouvez écrire la question par écrit parce que je suis très confuse. Oui. Oui. C'est le micro de... Donc la question qui a été posée, c'est le lien entre les innovations et les technologies qui ont été montrées, qui sont plutôt, on va dire, dans des TRL assez faibles et bas pour l'expérimental. Comment passer en surcyclage et à l'échelle industrielle avec ça et quels sont les enjeux un petit peu? C'est ça, Nicole? Sinon, tu viens devant. On est trois, on va y arriver. Ouais, à force de transformer la question que j'ai envoyée de Pierre, à la fin, ça change rien à voir en fait. Mais c'est très intéressant. Ouais, mais c'est pas mal aussi ça. C'est vrai, très bien, c'est super intéressant. Oui. Bonjour, professeur. Du coup, moi, j'étais élève du professeur Jean Bassero. Du coup, j'accompagnais déjà depuis un moment le travail que vous faites avec le supercyclage et ces autres innovations technologiques. Et moi, je suis curieuse de quel est pour vous le rôle de ce type d'innovation qui aujourd'hui on va dans un niveau très artistique, artisanal. Quel est le rôle de ce type d'innovation quand on parle d'un contexte industriel? Par contre, vous n'avez que 3 minutes pour répondre. Enfin, 2 minutes même, ça serait bien. Je pense que l'intérêt, c'est d'essayer de changer les mentalités, de voir que c'est possible à une petite échelle de production et qu'il faut soutenir la recherche dans ces démarches de recherche et développement, parce qu'on sait que les innovations prennent en général une vingtaine d'années à aboutir. Et après, je pense que toutes les innovations et les technologies n'ont pas forcément nécessité à passer systématiquement à une échelle industrielle et que ça doit être questionné à chaque fois.